Ok, très bien. Qui assistait à la conférence d'avant? Ok, donc vous avez pris 45 minutes d'information, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la capacité de concentration moyenne d'une cadre ou d'un cadre est autour de 40 minutes. Donc si on ne fait pas un mini break ensemble, vous allez retenir rien du tout à ce qu'on va dire avec nos expertes et nos experts. Donc je vous invite à vous lever. On va faire un petit exercice de relaxation. Ce n'est pas obligatoire, celles et ceux qui souhaitent rester assis, vous pouvez rester assis aussi. Voilà. Je vous invite déjà à relâcher un peu le corps. C'est la reprise. Voilà. On se détend. On va ramener les deux mains au niveau des épaules. Ouais. Et là, on n'a pas le droit de faire de yoga, donc le micro est coupé. Et je vais venir sur l'inspiration, partir vers l'arrière, faire une petite rotation, et expiration, je descends. On va se le faire 3 fois dans ce sens-là. Vous êtes à la mauvaise table ronde, c'est un cours de yoga. Et ensuite, je vous invite à faire la même chose dans l'autre sens. Ne filmez pas, s'il vous plaît. Je vous invite à relâcher, fermer un peu les yeux. Ce petit temps, il est pour vous. Quand vous le souhaitez, vous pouvez réouvrir les yeux. Vous pouvez vous rasseoir et on va débuter ensemble cette table ronde. Alors, c'est parti. Oh là, oh là là. Eh bien, ce n'est pas ma table ronde. Ah, la voici. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est donc rediriger. Vous avez eu un passage sur la CSRD. Nous, on va parler de l'industrie et on va parler de la redirection de l'industrie. On sait qu'elle va dans le mauvais sens depuis un peu plus de 150 ans, depuis le début de la révolution industrielle, où on est parti de 2 postulats de base. Le premier, c'est qu'on avait des ressources en quantité illimitée dans les sols. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous vous rappelez du jour du dépassement cette année? 5 août, voilà, c'était en août. Ça veut dire qu'on consomme à peu près une planète 7 en termes de ressources. Donc les ressources sont sous pression, ce qui impacte évidemment les entreprises, les citoyens, les politiques. Et on va se concentrer là-dessus. Et puis il y a une autre problématique qui est la production exponentielle de déchets. On était parti d'un autre postulat, c'est que la Terre pouvait absorber l'ensemble de nos déchets. Or aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Et différentes études de la Banque mondiale montrent que le rythme de production des déchets devrait augmenter de 50% dans les 30 prochaines années. Donc on a forcément besoin de rediriger pas mal de choses, et notamment l'industrie. On va se concentrer sur l'amont de la chaîne de valeur. On parle beaucoup de déchets. J'aimerais bien qu'on parle de pénurie de ressources. On a ce qu'on appelle le tunnel carbone. On va beaucoup parler de décarbonation, mais déjà, il y a 9 limites planétaires, dont 7 sont dépassées, et une des grosses problématiques qu'on ne voit pas forcément arriver et qui va frapper de plein fouet les prochaines industries, ce sont la pénurie de ressources. Et pour évoquer ce sujet-là, j'ai le plaisir d'accueillir des expertes et des experts de renom à mes côtés. J'ai donc Claire Beauvais, tu es leader économie circulaire et commerce responsable chez Leroy Merlin. C'est bien ça? C'est bien ça, merci, bonjour à tous. Bonjour. Bénédicte, tu es la directrice de l'association Record. Alors, Record, je te laisserai dire un petit mot, mais vous êtes notamment un des leaders sur la recherche liée aux déchets, à l'économie circulaire. Et Yannick, tu es le représentant du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique. Tu es chargé d'innovation et tu es aussi le directeur d'un master sur l'économie circulaire et la transition. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a à la fois le monde associatif, le monde industriel et puis le monde des grandes entreprises qui est autour de la table. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vais prendre le temps d'animer cette table ronde à vos côtés. Et je pense que vous pouvez déjà les applaudir, parce que ça va les mettre en... Pour débuter cette conférence, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur les ressources. Une étude qui nous a frappé chez Circulaire. Je suis désolé, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Raphaël, je suis un des 2 cofondateurs de Circulaire, une entreprise dont l'objectif est d'accélérer la mise en place de modèles circulaires parmi les grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Une étude qui nous a marqué et qui est sortie en début d'année, c'est une étude de Sapio Research et de BBA qui montre que 91% des entreprises industrielles
sont frappés par les pénuries de ressources. Alors vous allez me dire très bien, mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique une augmentation des coûts de plus de 30% pour la majorité d'entre elles. Ça implique forcément des problématiques sur la chaîne d'approvisionnement pour plus de 27% d'entre elles. Et puis ça implique un ralentissement de la production pour 25% d'entre elles. Donc c'est un quart, c'est considérable. Alors le ralentissement de la production, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, mais en tout cas, les entreprises sont directement impactées. Et on va voir que l'économie circulaire peut être un levier. Ce n'est pas le seul. L'économie circulaire, en aucun cas, est la seule solution pour transformer l'économie, mais ça peut être un levier sur lequel capitaliser. Et je me dirige vers toi, Yannick, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, toi, tu es au cœur de l'industrie de l'énergie avec le CEA, qui est un des organismes leaders mondiaux dans la recherche, notamment sur l'énergie. Est-ce que tu peux nous donner un panorama des matières critiques ou des pénuries de ressources dans le secteur de l'énergie, et en fait aussi nous dire comment tout simplement ces pénuries affectent aujourd'hui et affecteront demain le secteur de l'industrie? Bonjour à tous. Ah, c'est mieux là. Voilà, donc je suis ravi d'être parmi vous, même si le sujet que je vais évoquer n'est pas le sujet le plus réjouissant pour une reprise. Mais après, on va parler de choses plus positives, je pense. Pour parler d'énergie, je pense qu'on ne peut pas parler d'énergie sans parler de transition énergétique. Aujourd'hui, notre problème, c'est que 82% de l'énergie utilisée dans le monde est d'origine fossile, pétrole, gaz, charbon, et que les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre sont liées à cette énergie fossile. Alors pour resituer quelques ordres de grandeur, quand vous produisez par exemple 1 kW d'électricité avec du charbon, vous rejetez 1000 grammes de CO2, c'est à peu près 800 grammes avec du pétrole et 500 grammes avec du gaz. Donc ça, c'est 3 sources d'énergie fossile qui rejettent massivement des gaz à effet de serre. Si vous recourez à de l'éolien, vous êtes à 4 grammes, à du nucléaire, vous êtes à 6 grammes, du photovoltaïque, vous êtes entre à peu près une trentaine, 30-40 grammes. Donc vous voyez qu'on est sur des énergies qui sont beaucoup plus nettement meilleures en termes d'impact sur les rejets de gaz à effet de serre. Donc si on veut avoir une chance de décarboner et de se rapprocher le plus possible des objectifs de l'accord de Paris, il faut qu'on conduise une transition énergétique importante au niveau mondial. Le problème, c'est que l'ensemble des pays, évidemment, est en train d'acter avec des vitesses évidemment différentes cette transition énergétique, et que ça va nécessiter un volume très très important de ressources, et notamment de ressources minérales. On estime qu'on va utiliser dans les 30 prochaines années autant de ressources minérales que ce qu'on a utilisé depuis le début de l'humanité, pour les besoins des transitions énergétiques et numériques notamment. Alors un exemple, quand on parle par exemple de lithium, c'est un facteur 40 selon l'Agence internationale de l'énergie. Quand on parle de cobalt, de nickel et de manganèse, c'est un facteur entre 20 et 25. Quand on parle de terres rares, c'est un facteur 7. Donc vous voyez que c'est des impacts qui sont absolument considérables en termes de consommation d'énergie. Et évidemment, les nouveaux systèmes énergétiques qui sont indispensables pour réussir la transition sont très consommateurs de matières premières minérales. Quand vous avez une éolienne, par exemple une éolienne offshore, c'est très très intéressant parce que c'est très bas carbone, mais en même temps, vous avez besoin par exemple de néodyme pour les aimants permanents, et ça c'est une terre rare et c'est une ressource minérale importante. Alors, ça pose 3 types de problèmes en termes de pénurie, de risque de pénurie. Le premier problème, un des premiers problèmes, c'est les aspects géologiques. Il faut savoir que la teneur des mines baisse continuellement. Si je prends par exemple l'exemple du cuivre au Chili, vous avez 30% de teneur, de quantité de cuivre dans les roches dans les mines de cuivre au Chili, en moins depuis 15 ans. Pour vous donner un exemple, pour extraire 1 tonne de cuivre, il faut casser 166 tonnes de roches. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est quelque chose de vraiment pénalisant, avec des impacts aussi environnementaux qu'il ne faut pas oublier. Le deuxième aspect, c'est la dynamique industrielle par rapport à ces ressources minérales. Je reste sur le cuivre. Vous avez dans le monde 250 mines de cuivre. L'Agence internationale de l'énergie, en début d'année, estimait qu'il faudrait en ouvrir 80 supplémentaires pour fournir la demande. Or, il faut à peu près 17 ans en moyenne au niveau mondial pour ouvrir une nouvelle mine de cuivre. Donc vous voyez, la temporalité est vraiment quelque chose d'essentiel à prendre en compte. Et puis le dernier aspect, et c'est non le moins important, on est aujourd'hui dans des rencontres d'économie. Peut-être qu'il faudrait de moins en moins parler d'économie et de plus en plus parler de géoéconomie, parce qu'aujourd'hui, la géopolitique fait son grand retour.
la Chine est très très présente sur l'ensemble des chaînes de valeur des ressources minérales, à la fois dans l'extraction, avec les pays aussi avec lesquels elle peut être partenaire, mais parce qu'elle contrôle une grande partie des procédés de raffinage aussi qui permettent d'avoir des métaux qui sont dans des situations de pureté acceptables pour l'industrie. Et aujourd'hui, la Chine a une approche très très politique en fait de ses ressources. Le 1er août dernier, il y a eu des restrictions sur le gallium, d'exportation sur le gallium et le germanium, qui étaient liées à une licence qui est devenue obligatoire pour les exporter depuis la Chine. Or, le gallium et le germanium, c'est indispensable pour les semi-conducteurs, pour les LED, pour les capteurs infrarouges, pour de très très nombreux éléments du domaine industriel. Donc vous voyez que tout changement de portage d'acteurs majeurs comme la Chine a des impacts immédiats sur l'ensemble de l'industrie. Et dernier aspect aussi, quand on parle des métaux, je viens de vous parler du cuivre, c'est un métal majeur, mais vous avez des métaux qui ont des mines pour eux-mêmes. C'est-à-dire vous avez des mines de cuivre, vous avez des mines de fer. Vous n'avez pas de mine de cobalt. Le cobalt, par exemple, au Congo, c'est un sous-produit des mines de cuivre. En Australie, en Russie, c'est un sous-produit des mines de nickel. Donc vous voyez que la production de ces métaux, ces petits métaux, quelque part, même s'ils sont aujourd'hui de plus en plus importants, est dépendante de mines qui ont leur propre modèle économique. Donc vous voyez la complexité de tous ces enjeux et la nécessité impérative de prendre en compte cette logique sur les ressources, à la fois pour les transitions énergétiques, mais aussi les transitions numériques et l'ensemble des secteurs industriels. Donc voilà ce que je voulais dire au départ sur ce panorama, alors un peu compliqué sur la situation des ressources, et le point positif, on parlera tout à l'heure d'économie circulaire. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Non. Alors, il est revenu, c'est bon. Merci Yannick pour ce panorama. Je retiens plusieurs choses dans ce que tu as dit. C'est l'explosion de la demande de ces matériaux critiques pour la transition énergétique et, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais pour la transition numérique. Le fait que, l'air de rien, pour mettre en place l'exploitation de ces minerais, ça prend du temps. Et puis, il y a un impact conséquent à l'ouverture de mines. Tu rappelais, pour prélever quelques grammes, quelques kilos, le nombre de centaines de kilos de matière qu'il faut démonter ou extraire. Concrètement, donc là, on a le panorama global. Si on se reconcentre à l'échelle d'une industrie, à l'échelle d'une entreprise, comment ça impacte une chaîne de valeur? Donc là, je me retourne vers toi, Claire, chez Leroy Merlin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire pourquoi vous avez eu ce déclic et qu'est-ce qui vous a fait vous concentrer sur cette problématique des pénuries de matériaux? Donc Leroy Merlin, on est leader sur l'aménagement de la maison. Donc notre principal métier, c'est de vendre des produits. Et qui dit produit dit de la matière première ou secondaire, mais dit de la matière. On a plus de 100 000 références. Enfin voilà, c'est notre cœur de business. Et c'est vrai qu'on a une réflexion qui est émergée dans l'entreprise, dans 2 endroits dans l'entreprise au final. Au sein de ma direction, à l'impact positif, puisqu'on avait fait notre bilan carbone et on a bien constaté que 50% de nos émissions de CO2 étaient liées à l'extraction de la matière. Donc ça pesait déjà lourd dans notre bilan carbone, qui est essentiellement porté par le poids des produits qu'on commercialise. Et une fois qu'on a fait nos plans de décarbo, oui, certes, ça a intégré pour partie la meilleure prise en considération de la vulnérabilité des ressources, mais c'était loin d'être suffisant. De manière intuitive, en tous les cas, c'est ce qu'on se disait. Et en parallèle de ça, au sein de la direction de l'offre, eux, ils faisaient le constat depuis plusieurs années que nos chaînes d'approvisionnement avaient été éminemment bouleversées par plein d'événements divers qu'on a tous vécus. Le Covid, forcément, ça a amené des pics et des arrêts brutaux, des ruptures dans notre chaîne d'approvisionnement très lourdes, des ruptures dans nos linéaires, tout simplement. Des pics, alors des problématiques d'inflation en 2022 exponentielles, avec là aussi des vraies difficultés d'agilité pour faire évoluer nos chaînes d'approvisionnement, pour essayer autant de faire se peut de proposer des produits à prix les plus possibles pour nos clients.
les problématiques géopolitiques, la guerre en Ukraine, on a plein de produits dont les matières sont produites en Ukraine. Et donc très directement, du jour au lendemain, on n'avait plus ces appros-là. Voilà, donc c'est des exemples très concrets, sans penser à un de nos fournisseurs dont l'usine a pris feu. Et donc là, pareil, du jour au lendemain, on n'avait plus d'approvisionnement. Et on se dit ça, on est en train de vivre quelque part ce qui va de manière exponentielle se produire dans les années qui viennent. Et donc comment on a une maîtrise de nos risques, puisque c'était vraiment ça le sujet, comment on maîtrise davantage nos risques en mieux connaissant finalement notre problématique d'approvisionnement. Et donc on a fait faire une étude donc, conjointement avec Circulaire pour comprendre quels étaient les matériaux qui étaient dans nos produits. Déjà le savoir, quelles sont les matières qui composent nos produits au global, en quoi ça impacte quelle famille de produits, quel rayon, quel chiffre d'affaires, parce que pour parler aussi aux dirigeants et pour embarquer une transformation de la boîte, forcément si on parle de chiffre d'affaires, si on parle marge, on aura, en tout cas c'était notre raisonnement, les moyens pour dresser un plan d'action, ce que nous sommes en train de faire avec les responsables d'offres, pour mieux maîtriser nos risques et pour faire probablement, très certainement, évoluer notre business model sur les années qui viennent. Et quand on avait préparé cette intervention, il me semble, mais je parle sous ton contrôle, Claire, que tu m'avais dit que très concrètement, dans vos rayons, à cause de ces pénuries, il y avait certains produits que vous n'aviez plus en stock ou autres. Est-ce que tu as des exemples concrets de matériaux ou de produits ? Écoute, franchement, ça s'est produit sur une diversité de produits folle. Hein. Ça va des peintures, ça va sur des produits qui étaient à partir de... Il suffit qu'un composant ne soit pas dans le produit pour que le produit ne soit pas vendable. Donc ça s'est fait sur tous nos familles de rayons. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je retiens deux choses dans ce que tu dis. Souvent, on a cette approche environnementale de la pénurie de ressources, mais là, c'était vraiment une approche... comment j'anticipe les risques et comment je fais perdurer mon business model dans le futur. Donc c'est plutôt une approche, une rationnelle économique qui a amené à cette réflexion de pénurie de ressources. Et la deuxième chose que je trouve très intéressant, c'est que tu as parlé de la guerre en Ukraine, tu parlais tout à l'heure, Yannick, de la politique de certains pays qui concentrent certaines ressources comme la Chine. Et ce à quoi on est en train d'assister, c'est qu'on avait des chocs conjoncturels et on est en train de rentrer dans une logique de chocs structurels qui vont être permanent. Donc il y a vraiment un changement et ça va pousser les entreprises à se réinventer. Et ça me permet de faire le point avec toi, Bénédicte. Bénédicte, je t'ai rencontré grâce au CEA à Montpellier, au FIT, qui est le Forum Énergie et Transition que le CEA anime chaque année sur les thématiques de la transition énergétique. Et ce qui m'a marqué dans ta présentation, c'est la présentation d'un rapport sur les risques socio-environnementaux liés aux chaînes d'approvisionnement. Comment ces chaînes d'approvisionnement étaient impactées par ces pénuries de ressources. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les conclusions concernant les risques liés à la chaîne d'approvisionnement via ces pénuries de matières premières? Et en amont, est-ce que tu peux dire un petit mot sur l'association Record, parce qu'on connaît bien le CEA, on connaît bien Leroy Merlin, mais qui dans la salle connaît Record? Ah, quand même. Ah, quand même. Ok. Ça me fait très 5 plaisir. personnes. Donc dans un premier temps, un petit mot sur Record, et après j'aimerais bien que tu nous partages les principaux risques que vous avez identifiés dans ce rapport sur la chaîne d'approvisionnement liée aux pénuries de ressources. Je vais proposer aux personnes qui connaissent de venir pitcher. Non, c'est une blague. Merci beaucoup de me laisser l'opportunité de présenter cette association que je dirige depuis quelques années maintenant. C'est une association d'envergure nationale qui existe depuis plus de 30 ans maintenant et qui permet la réalisation d'un certain nombre d'études et de recherches autour de l'environnement et plus particulièrement de l'économie circulaire. Donc évidemment, chez nous, on parle beaucoup de recyclage, de déchets, comme tu l'as dit au début, mais pas que. C'est ce qu'on va voir, parce que j'évoquer un sujet qui est pas si en lien que ça avec le déchet, mais à la fin, on y revient. Et du coup, cette association, elle réunit un ensemble de grands industriels français d'envergure internationale. On peut citer Renault, on peut citer SNCF, Suez, etc. Mais pas que, puisqu'elle réunit également les pouvoirs publics avec la DGE pour le ministère de l'économie, le ministère de l'environnement et l'ADEME. Donc tout ce petit monde décide ensemble d'un programme qui, toutes les années, permet la réalisation d'un certain nombre d'études collectives qui sont menées dans le cadre de l'association. Effectivement, ça alimente nos adhérents de manière continue sur des nouveaux éléments qu'ils vont devoir intégrer à leur réflexion. Et je pense que c'est ça qui les intéresse de mener au sein de l'association, qui est donc
un format un peu collectif. Voilà. Tu m'as ensuite posé la question sur ce travail qu'on avait réalisé et qui s'est achevé en 2023. Alors effectivement, on a eu la chance de travailler avec un cabinet conseil qui s'appelle Transition, que je remercie ici, et sur lequel on a pu travailler sur le risque qu'encouraient les entreprises par rapport aux questions environnementales et sociétales de leur approvisionnement en minéraux stratégiques. Et pourquoi c'était arrivé là? Effectivement, ça peut paraître un peu surprenant, c'est qu'en fait, comme on a commencé à déjà le dire plusieurs fois autour de cette table, plusieurs événements marquants sont arrivés. On peut citer le Covid, on peut citer la guerre en Ukraine, etc., qui nous ont bien montré et qui ont bien montré aux adhérents qui peut-être avant ça avaient une position un petit peu privilégiée parce qu'effectivement ce sont des grands comptes, donc quelque part en termes de relations clients-fournisseurs, je pense qu'ils étaient souvent un peu privilégiés, etc. Ils arrivaient un peu à passer au travers de certaines gouttes un peu plus petites, mais là il a fallu faire face à des difficultés comme on l'a déjà mentionné, et tout le monde s'est dit qu'effectivement, on changeait de modèle et que la géopolitique nous avait laissé un petit peu en paix pendant quelques années, mais que là, c'était terminé et qu'il fallait voir les choses autrement. Donc, ce travail a été réalisé pour essayer de cartographier un peu globalement les risques. C'était l'enjeu de cette étude, d'avoir un premier panorama un peu global. On a choisi collectivement une dizaine de métaux stratégiques qui correspondaient à ceux de nos adhérents, enfin qui intéressaient le plus nos adhérents. Et en fait, on a bâti une cartographie multicritère des risques adhérents à chaque métaux stratégique, suivant les pays, et en fait pour aboutir à plusieurs cartos comme ça qui permettent de définir un petit peu en termes d'approvisionnement où sont les risques majeurs, aussi bien sur le plan environnemental que social. Voilà. Et effectivement, ça a permis de montrer des choses importantes, puisqu'effectivement, la mine, c'est quand même, le secteur minier, c'est plus de 8% des accidents mortels au niveau mondial dans le monde, et 4 à 7% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'activité minière. Donc effectivement, quand on parle de ce sujet-là, c'est important de se dire qu'il est d'autant plus impactant à la fois sur le social et l'environnemental. Ça amène une question que je vous transmets, que vous pourrez nous poser à la fin. C'est aujourd'hui, les mines, tu l'as dit, il y a des impacts environnementaux, sociaux, mais on n'a pas forcément, en tout cas d'un point de vue personnel, je n'arrive pas forcément à saisir ces impacts-là parce que ces mines ne sont pas présentes en France. Donc on est dans une logique de dumping environnemental où on va aller ouvrir des mines à l'extérieur. Donc quelque part les émissions se passent à l'extérieur, les impacts sociaux se passent à l'extérieur. Et un des grands sujets aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'actualité, ça a été publié il y a quelques mois, et ça a fait depuis le début de l'année qu'on réfléchit à ces thématiques, c'est la réouverture des mines en France, notamment dans l'Allier pour le lithium. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Mais je trouve que ça amène à se poser la relocalisation de l'utilisation et de l'extraction des ressources est un vrai questionnement que peut poser les conclusions du rapport que tu as eu. Donc on a dressé un panorama rapide des risques liés aux ressources. J'aimerais bien qu'on rentre plus dans la partie solutions. Concrètement, j'imagine qu'il y a des entreprises ici qui, parmi vous, représentent des grandes entreprises ou des PME. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, très bien. Donc, il y en a quelques-unes. Ça peut vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place chez Leroy Merlin justement pour adresser cette pénurie de ressources et comment vous avez mis ça en place? Claire, s'il te plaît. Alors on est au tout début. Merci. J'ai envie de dire, on est vraiment au début de cette démarche-là. On a la chance aujourd'hui, enfin c'est le raisonnement qu'on fait, d'être une entreprise qui va bien. Et donc la question qui se pose à nous, c'est comment on reste durablement une entreprise robuste, probablement très différente dans 10, 15 ou 20 ans, mais en tout cas une entreprise robuste qui continue à avoir des collaborateurs qui sont joyeux de travailler dans leur entreprise. Donc il y a plusieurs leviers pour rendre cette entreprise robuste. C'est être moins dépendant de l'extraction de matière, déjà en premier lieu. Alors ça consiste déjà à travailler sur une offre, je dirais, plus résiliente, c'est-à-dire une offre ou mieux éco-conçue.
qui utilise moins de matière, qui est plus durable, qui est réparable, qui est fabriqué avec de la matière biosourcée, enfin travailler différemment notre offre de produits, donc déjà sur notre métier historique. Donc ça, là-dessus, on est déjà en route et on a des produits qui sont déjà des illustrations de ça. Mais à côté de ça, bien évidemment, on a la chance, nous, d'être au contact des clients, des habitants, et donc on se dit qu'on doit contribuer à faire changer les comportements pour les habitants, parce que conjointement, nous avons cette responsabilité d'évoluer dans nos modes de consommation. Et donc, ce qu'on explore, parce qu'on en est encore au stade de l'exploration, c'est tous les leviers de l'économie circulaire basés sur l'usage. Donc, louer un produit plutôt que d'acheter un produit. Donc ça, on a plusieurs tests en cours, notamment sur tout ce qui est outillage électroportatif, outillage de jardin, qui sont des outils qui servent assez peu dans l'année et qui, dans certains cas de figure, il est plus utile finalement et plus judicieux de le louer plutôt que de l'acheter. Donc on a quelques tests de cette nature-là. On est parti sur ces familles de produits parce que c'est a priori ce qu'il y a de plus facile parmi nos familles de produits, un peu plus proches en termes de consommation que d'autres familles de produits qui seront probablement plus compliquées dans les changements de comportement des habitants. Développer la réparation. Les produits doivent être réparables, mais il faut aussi développer des services de réparation, une offre de pièces détachées, de la pédagogie pour permettre aussi aux gens en autonomie de réparer les produits dès lors qu'ils le souhaitent. On démarre tout juste sur nos marketplaces la vente de produits reconditionnés. Là aussi plutôt sur des familles de produits techniques, mais qui nous permet aussi d'apprendre le comportement des habitants, ce que ça veut dire pour nous en termes de métier. Et puis le dernier levier qu'on travaille aussi, puisqu'on a la chance et l'opportunité finalement d'être partout présent en France avec nos 145 magasins, au contact de beaucoup d'habitants, on se dit qu'on est finalement un super endroit pour capter du gisement de ce qui sera demain, de la matière recyclée, des produits à réemployer. Donc la loi nous y incite déjà, la loi AGEC nous incite à collecter les déchets des habitants en fin de vie. Nous, on n'a pas forcément envie de le prendre sous le point de vue uniquement légal, mais plutôt d'un point de vue stratégique. Comment on rend facile pour nos clients le fait de ramener leurs produits en fin de vie et comment on crée avec des partenariats au local, soit du recyclage, en partenariat aussi d'ailleurs avec les éco-organismes auxquels on adhère, mais aussi essayer de sourcer au local des entreprises qui émergent sur des solutions de réemploi et idéalement avec des super boucles où on a collecté le produit, il a été reconditionné et revendu dans nos magasins. Ça, c'est les boucles circulaires vers lesquelles on a envie de travailler. Je n'avais pas forcément préparé cette question avec toi, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Si on fait un peu de prospective, est-ce que justement, face aux pénuries de ressources, tu l'as expliqué, l'idée avec ces boucles de circularité, la réparation, la location, c'est de garder la propriété de ces biens, donc de garder la propriété de ces matières. Est-ce que demain, vous allez considérer ces matériaux que vous vendiez comme des gisements de matière et vous allez les récupérer pour en faire d'autres produits? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Parce que ça peut être pertinent d'un point de vue business. Pour être honnête, on n'en est pas là, mais clairement, pour moi, c'est vraiment le sens de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est vraiment une force que l'on a avec ce changement de paradigme économique. Passant d'une économie linéaire à une économie circulaire, on voit bien qu'on peut devenir fournisseur de nos fournisseurs, que nos clients deviennent nos fournisseurs. Enfin, les choses changent différemment. Et donc, il y a un vrai sujet, effectivement, mais qui amène à un renversement de l'entreprise, à se dire qu'on a un rôle différent et que la guerre du gisement de matière dont on parle sur les métaux ou même sur d'autres... Enfin, nous, on a des fortes dépendances sur les métaux, bien évidemment. Et on sait qu'en plus, on est sur un secteur qui ne sera peut-être pas prioritaire sur la location de certaines matières premières. Et donc, avoir une meilleure maîtrise, finalement, par filière, c'est certainement le sens, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on est construit chez Leroy Merlin. Donc, c'est un bouleversement de l'entreprise qui sera apporté dans les prochaines années. Ouais. Tu as évoqué un sujet extrêmement intéressant, c'est la compétitivité entre les industries. D'ailleurs, Yannick, je vais te passer la parole et ça m'intéressera d'avoir ton avis aussi là-dessus. Effectivement, on va avoir de moins en moins de ressources dans un contexte où les activités économiques vont continuer de se développer. Donc, il va y avoir une priorisation politique de certains secteurs, le secteur médical, mais par exemple, le secteur du retail va potentiellement ne pas être priorisé. Donc, il va y avoir de vraies problématiques là-dessus. Et ça va être intéressant de voir ce qui va être priorisé et comment les entreprises vont pouvoir anticiper tout ça. Je pense qu'on n'a pas encore conscience de la vague qui peut arriver. Donc Yannick, peut-être
je ne sais pas si tu veux donner ton point de vue sur ce sujet-là. Et après, ça m'intéresse de savoir comment le CEA et le CEA ISEC en particulier, je veux bien que tu nous expliques ce que c'est que le CEA ISEC, réfléchit à la mise en place de modèles d'économie circulaire pour l'industrie, sachant que effectivement la mise en place de l'économie circulaire, elle peut s'appliquer chez Leroy Merlin, chez Decathlon, mais elle doit s'appliquer aussi chez les grands industriels, chez Schneider, chez des acteurs comme EDF, Engie. Et là, ça devient assez démentiel, justement cette dimension de passage à l'échelle de l'économie circulaire. Donc, je reformule ma question parce qu'il y en a plein. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur justement la priorisation des secteurs? Est-ce que vous voyez et vous étudiez ça chez le CEA? Parce que ça peut impacter certaines entreprises, certains secteurs. Ensuite, un petit mot sur le CEA ISEC. Et après, j'aimerais bien savoir comment vous innovez sur l'économie circulaire. Beaucoup de questions, désolé. Moi, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales, qui se passe maintenant de plus en plus chaque année. À un moment, il n'y a plus d'eau. Et quand il n'y a plus d'eau, vous faites quoi? Vous gardez les campings, vous privilégiez l'agriculture, vous privilégiez la production d'énergie. Donc on voit bien que la question des ressources, elle impose une question essentielle, comme tu l'as dit, de priorisation. Et par rapport à ça, je pense que l'économie circulaire, il faut la voir comme un levier proactif d'anticipation des choses. Et moi, j'aimerais dissocier deux types d'économie circulaire. Alors, c'est un courant en sciences de gestion, notamment le professeur Franck Agéry a écrit des papiers là-dessus. L'économie circulaire faible et l'économie circulaire forte. L'économie circulaire faible, en gros, c'est pas mal, parce que vous êtes mieux que l'économie linéaire, mais vous prenez la boîte à outils de l'économie circulaire, et puis vous prenez un des leviers, par exemple, vous faites un peu de recyclage, mais vous ne changez pas fondamentalement les choses. Vous continuez à faire la même chose qu'avant, mais avec un peu plus de recyclage par avant. Cette économie circulaire-là, elle ne répond pas, je pense, aux enjeux qui sont devant nous. L'économie circulaire forte, c'est une approche systémique qui n'hésite pas à re-questionner les besoins, qui n'hésite pas à se projeter dans l'avenir en essayant de se dire, finalement, dans les années qui viennent, quelles sont les ressources qui risquent de manquer et quels sont les besoins où la société aussi va évoluer parce qu'à un moment, tel besoin sera insoutenable pour des questions de pouvoir d'achat, pour des questions d'acceptabilité et autres. C'est ça l'économie circulaire forte, c'est de tout réinterroger. Je prends un exemple, la mobilité. Économie circulaire faible, vous prenez le même parc de voitures aujourd'hui, grosses voitures, petites voitures, tout ça, vous le reproduisez à l'identique et vous mettez des moteurs électriques au lieu de mettre des moteurs thermiques. Ça, c'est l'économie circulaire faible. Économie circulaire forte, vous posez globalement la question de la mobilité dans les territoires et vous vous dites quelle est la part du transport collectif, quelle est la part du transport en véhicule individuel, en vélo, à la marche, etc. Vous reposez complètement la question sur la table. C'est ça la différence fondamentale entre l'économie circulaire forte et faible. Alors ça, c'est au niveau d'un territoire. Au niveau d'une entreprise, vous vous reposez la question de la raison d'être, la question de la priorité de vos besoins, de certains produits qui sont dans votre portefeuille et que vous ne pourriez peut-être plus produire demain, et donc en produire de nouveau à la place. C'est un changement systémique au cœur du modèle. Alors au niveau du CEA, c'est des sujets qui nous passionnent parce que déjà on a des personnes comme Valérie Masson-Delmotte ou Jean Jouzel qui sont au cœur du CEA et qui ont un poids énorme et qui sous-tendent la réflexion sur ces sujets-là. On a 20 000 chercheurs. Et surtout, on est depuis des années en phase avec les questions de souveraineté stratégique avec l'industrie. On a parlé du nucléaire qui s'est construite globalement avec une politique industrielle, mais aujourd'hui, on a la même chose sur développer les éoliennes, développer le photovoltaïque, l'hydrogène, toutes les filières. Et au CEA, on aurait pu avoir le risque d'être simplement un acteur technologique, de tout voir sous l'angle de technologie. Or, on essaye de plus en plus de s'ouvrir à l'aspect sociétal et de rejoindre cette notion d'économie circulaire forte que je viens de décrire. Alors, quelques initiatives. Alors, évidemment, on fait de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait en technologie? Par exemple, au Litel, on développe des panneaux solaires légers avec des matériaux composites et des fibres naturelles recyclables. Donc, on essaye d'améliorer la conception des panneaux photovoltaïques, par exemple en mettant moins d'argent à l'intérieur. On essaye de travailler sur les aimants permanents en mettant moins de néodyme à l'intérieur, une terre rare. Donc ça, c'est quelque chose d'important. À l'ISEC, je vais dire ce qu'est l'ISEC tout à l'heure, on est assez fiers parce qu'on travaille sur le domaine des verres depuis pas mal de temps. Et en fait, on a réussi à fabriquer du verre 100% éco-conçu en utilisant les coquilles d'huîtres, déchets. Donc, vous voyez, ce type d'approche est quand même assez intéressante. S'il y avait des déchets issus, je dis bien des déchets, pas de la production primaire de biomasse, parce que pas de concurrence avec
l'agriculture, mais des déchets agricoles pour faire des matériaux nouveaux, ça peut être assez intéressant. Dans le domaine du recyclage, nous, notre spécialité, c'est l'atome. Donc, évidemment, on est très fort en chimie séparative, en pyrométallurgie, en hydrométallurgie, pour avoir des procédés de recyclage assez importants. Donc, ça, c'est les dimensions technologiques, et on en a, j'allais dire plein, puisque 20 000 ingénieurs, on est à l'échelle. Mais surtout, on a cette vision de l'intérêt général, le bien commun. On est un établissement public, on est là pour le bien commun, c'est notre objectif. Et du coup, c'est comment on s'ouvre sur ces dimensions sociétales. Et là, on a pas mal d'initiatives. Tu citais le FIT. On organise tous les ans maintenant un forum transversal basé sur l'interdisciplinarité, avec des acteurs industriels, des PME, des startups, et puis des chercheurs des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, économiques, et des sciences physiques, chimiques et autres. Ce qu'on fait également, c'est qu'on développe des simulateurs décisionnels à destination, par exemple, des territoires, sur la mobilité, par exemple, sur l'industrie, sur des sujets comme ça, avec plutôt une optique comme une aide au pilotage, comme on fait un contrôle de gestion, pour se dire qu'est-ce qui se passe si, d'ici 10 ans, l'approvisionnement en cuivre venait à être réduit de 30%. En quoi ça impacterait nos politiques? C'est ce genre d'approche qu'on essaye de développer. Et puis, je conclurai par ça, on essaye aussi de réinvestiguer des domaines comme par exemple l'imaginaire. Le CEA participe aux Utopiales, qui se déroulent à Nantes, sur la science-fiction. La semaine prochaine, on va faire un séminaire sur l'imaginaire avec 50 étudiants du Master Transition écologique. Ils vont réfléchir sur le futur, comment ils le voient. Donc, et je pense que cette vision-là sociale est très importante pour penser et anticiper les nouveaux usages. Et c'est ça, pour moi, l'économie circulaire forte. C'est cette imbrication sociale, économique et de rupture par rapport aux usages qui est très importante. J'aime beaucoup ce concept d'économie circulaire forte. Juste avant de passer la parole à Bénédicte, j'aimerais bien savoir si tu arrives à embarquer, parce que vous travaillez avec les principaux industriels français sur ces sujets, est-ce que tu arrives à les embarquer sur ces thématiques de l'économie circulaire forte, et qu'est-ce qu'ils s'intéressent à cette thématique? Alors, j'anticipe un peu la troisième question. On n'a pas une approche bisounours. Je ne vais pas dire tout le monde est 100% aligné sur l'économie circulaire forte. Moi, j'ai un passé de contrôleur de gestion. J'ai dirigé pendant 10 ans les finances et le contrôle de gestion d'une plateforme industrielle. Donc, les notions de coût de revient, de rentabilité. Le champ de contraintes, je le connais parfaitement. Et je pense qu'au CEA, on est très réaliste sur le champ de contraintes aujourd'hui des entreprises. Mais dès qu'on positionne des nouveaux outils managériaux, des nouveaux business models, une nouvelle approche de faire, dès qu'on positionne des technologies et qu'on voit comment on peut les agencer, mais sous cette vision au départ critique, avec du recul, on voit qu'on peut dégager assez rapidement finalement de la valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on essaye d'avoir cette approche, de ne pas être technosolutionniste, mais d'avoir une approche beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus amont, au cœur de la transformation des modèles économiques. Merci Yannick. Bénédicte, je me retourne vers toi. Sur ce rapport, vous avez donc identifié les principaux risques pour les entreprises sur leur chaîne d'approvisionnement. J'imagine que vous avez eu probablement aussi des recommandations auprès de ces entreprises sur comment créer de la résilience sur ces chaînes d'approvisionnement par rapport aux pénuries de ressources. Est-ce que tu peux nous partager quelques clés que vous avez obtenues dans ce rapport? Et est-ce que l'économie circulaire est aussi un moyen de créer de la résilience sur ces chaînes d'approvisionnement? En tout cas, est-ce qu'il y a eu des apprentissages sur ce rapport lié à ça? Oui, peut-être dans un premier temps déjà dire que le rapport dont on parle aujourd'hui, il est disponible, il est accessible sur notre site, et que du coup vous pourrez aisément compléter tout ça par la lecture au moins de sa synthèse si ça vous intéresse, et vous verrez qu'effectivement il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées, qui sont assez concrètes. Mais je voulais peut-être dégager quelques points de priorité justement qu'on a pu dégager, et notamment le premier qui est vraiment apparu très nettement, c'est qu'en fait, il faut tout d'abord, en termes de solutions, accroître absolument les connaissances et les compétences en interne sur ces sujets de chaîne d'approvisionnement, de notions de risque, etc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient méconnues, qu'on avait vécu, comme on a pu le dire un peu précédemment, facilement ces dernières années, parce qu'effectivement, les choses roulaient bien, et que maintenant, face à plus de difficultés, il faut se reposer des questions, il faut réanalyser sa chaîne,
revoir ses fournisseurs, toute sa chaîne de fournisseurs, etc. Et que finalement, la connaissance qu'on avait en interne ne semblait pas suffisante pour bien maîtriser ces fameux risques. Donc la première chose qui ressort de ce travail et qui aide aussi à construire cette connaissance, c'est qu'effectivement, il faut y aller, il faut s'intéresser à ses propres produits via sa chaîne et remonter tout ça. Et peut-être aussi, on a eu l'occasion de monter des ateliers, notamment en mélangeant des ingénieurs et des gens des services achats, mobiliser encore plus activement qu'aujourd'hui les acheteurs, de manière à effectivement dérouler tout ça et bien connaître ces modèles qui sont évidemment devenus très complexes. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et d'ailleurs, je voulais citer une étude qui est très intéressante aussi, qui est sortie il y a quelques mois par le World Benchmarking Alliance, qui dit qu'effectivement, qui a benchmarké 2000 entreprises à l'international et qui dit que 80% d'entre elles ne sont pas prêtes. En fait, ne peuvent pas assumer ces risques aujourd'hui, ne connaissent pas assez ce qui se passe en interne et dans tout le déroulé de la chaîne avec les sous-traitants. Le point suivant, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent en place et qu'il faut absolument suivre, voire promouvoir et commencer à regarder en interne. C'est effectivement tout ce qui est certification, standardisation autour de ces approvisionnements. Ça se fait maintenant. Il y a certains certificats qui sortent, notamment en lien, comme je disais tout à l'heure, avec l'extraction minière, le raffinage, etc. Et il faut s'y intéresser. C'est des choses qui sont en train de se construire, donc c'est d'autant plus intéressant d'y participer maintenant quand on est une entreprise, de manière à construire avec eux les outils qui seront les plus intéressants. Donc ça, c'était un autre point qui est ressorti, qui est très important. Et puis enfin, dernier point que je voulais évoquer, c'était le côté qu'effectivement, il faut se repositionner, se reposer des questions de base, notamment par rapport à des pratiques type éco-conception. Ça amène effectivement à envisager de relocaliser certaines choses quand c'est possible, d'envisager de la sobriété en termes de conception, bouclage de certains flux, comme tu le mentionnais, par rapport à la matière via l'économie circulaire, hein, donc envisager du recyclage plus qu'aujourd'hui. Donc tous ces éléments constituent les premiers éléments de solution, mais ensuite il faut s'attaquer à sa propre chaîne. C'est vraiment ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que le rapport qu'on a pu fournir, il permet effectivement de balayer, d'avoir tous les éléments nécessaires pour aller plus loin chez soi en interne dans sa propre entreprise. Et après, tu me questionnais sur le rôle de l'économie circulaire. Alors, c'est clair que ça n'est pas moi qui vais dire que ça ne peut pas jouer de rôle, mais comme je pense que vous commencez à tous le savoir, l'économie circulaire ne sera qu'un élément de la chaîne. Il faut absolument que ça se mette en place et qu'effectivement ça fasse évoluer les choses. Mais je dirais que dans l'équation, il y a plein d'autres paramètres que celui-ci qu'il faut prendre en considération. Et je ne voudrais pas qu'effectivement on puisse s'appuyer sur l'économie circulaire, comme on l'a encore peut-être trop fait jusqu'à présent, comme une solution un petit peu idéale en disant bah oui, c'est bon, on va faire de l'économie circulaire, tout va bien aller. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça amène ce travail à poser des questions sur la place notamment du recyclage de ces minerais stratégiques. Aujourd'hui, le recyclage notamment des principaux métaux stratégiques qu'on a pu regarder est quasiment inexistant, et en Europe en particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très complexe techniquement, il faut le dire. Donc de toute façon, les solutions ne sont pas simples. Et de fait, elles sont absolument non rentables dans le modèle actuel de fonctionnement. Donc aujourd'hui, des solutions qui permettraient le recyclage sont déjà très difficiles à envisager et en plus, financièrement, ça ne colle pas du tout. Donc, on travaille aussi dessus d'ailleurs à Record. On a une autre étude en cours sur le recyclage des métaux stratégiques et les potentialités des nouvelles techniques qui sont par exemple menées par les travaux du CEA. Mais peut-être ce que je peux compléter sur ce point de l'économie circulaire,
c'est qu'en Europe, il y a un certain nombre de réglementations, notamment il y en a une qui est vraiment importante et qui pourrait booster tout ça, c'est la réglementation qu'on appelle éco-conception, justement. C'est-à-dire qu'un règlement européen vient de sortir en 2024 et va poser un certain nombre d'obligations de recyclage, d'intégration de matières recyclées au sein des produits neufs, ce qu'on appelle les passeports numériques de produits, etc. Et donc, ça peut faire un certain appel d'air. Alors, effectivement, quand on parle de réglementation, on se dit « oui, mais bon, pour les entreprises, c'est une contrainte supplémentaire ». C'est vrai. Mais il n'empêche que c'est aussi une motivation très importante pour arriver à faire passer un certain cap aux entreprises en se disant, de toute façon, on a une obligation réglementaire. Et pour travailler dans le domaine de l'environnement depuis pas mal d'années, heureusement qu'il y a les incitations réglementaires. Sinon, tout est très, très difficile. Donc, effectivement, c'est un package européen qui est vraiment très intéressant. Merci Bénédicte. Je retiens 3 points essentiels dans ce que tu as dit. La première approche, c'est de faire des ponts entre les métiers qui ne se parlaient pas forcément, la partie ingénierie et la partie achat, ceux qui ont la connaissance purement technique et ceux qui ont les moyens de négocier et d'influencer leurs fournisseurs. Ça, c'est encore trop peu fait. Ça commence à être fait par certaines entreprises, mais vraiment créer ce pont entre métiers. La deuxième chose, c'est la non-préparation des entreprises. Tu parlais de 80% d'entreprises non préparées aux futurs chocs et aux pénuries. Donc il va falloir accélérer sur le sujet. Et la troisième chose, c'est l'impact de la législation. Évidemment, il est là. Il y en avait une conférence juste avant sur la CSRD. C'est très, très, très embêtant pour les entreprises, mais néanmoins, tout le monde s'y met et ça les fait passer à l'action. Tu as parlé de la législation ESPR, Eco-Design for Sustainable Product Regulation. Il y a la législation sur le Critical Raw Material Act, qui impose du recyclage, de la souveraineté sur les matériaux critiques, qui va considérablement impacter l'industrie. Je me tourne vers toi, Claire. Concrètement, on voit que les entreprises ne sont pas prêtes. Il va falloir accélérer sur les sujets de circularité et sur d'autres. Et en même temps, on n'accélère pas parce qu'il y a quelques années, le Circularity Gap Report disait qu'on était en moyenne à 10% de circularité dans le monde. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 7,8, donc ça régresse. Quels sont les freins que tu as pu rencontrer chez Leroy Merlin pour la mise en place des modèles circulaires? Et si tu avais 2 ou 3 conseils à partager aux entreprises qui souhaitent débloquer ces freins, quels seraient-ils? Oui, en fait, on a, je pense, notamment 2 freins principaux. Le premier, nous, Leroy Merlin, on n'est pas fabricant. Et donc, de toute façon, si on veut rester une entreprise robuste, on doit faire en sorte que nos fournisseurs restent robustes. Et donc, c'est exactement le sujet. On a de l'ordre, je pense, de 2000 fournisseurs avec des très gros, plein de tout petits. Comment on fait en sorte que de 2000 fournisseurs, ils soient éclairés de ces enjeux-là, qu'ils aient compris, qu'ils soient formés, qu'ils prennent les bonnes décisions. Et donc, un des premiers sujets sur lesquels on travaille, c'est avoir des points de contact très, très réguliers avec eux. Je crois que tous les mois, on fait des conventions, on fait des ateliers. On a une petite cellule chez Leroy Merlin qui est dédiée à répondre aux questions qu'ils pourraient avoir, puisque nous, on leur donne l'intention et ce vers quoi on veut aller. Et on est en hyper ouverture pour co-construire avec eux et trouver les bons leviers d'action. Donc, la première difficulté, c'est celle-ci, c'est qu'on est sur des fonctionnements de filière. Et donc, ça amène vraiment à travailler très différemment, ça renforce les interdépendances. Et donc, nous, ça nous amène aussi à faire évoluer finalement notre rôle et notre relation avec notre fournisseur. Moi, je trouve vachement plus passionnant, mais aussi beaucoup plus complexe et plus long. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc, c'est déjà travailler ensemble en termes de conseils. Bien sûr qu'on n'arrivera à faire rien tout seul. Et donc, il faut co-construire, travailler ensemble et partager notre savoir quand on en a pour embarquer le plus grand nombre. Et puis, le deuxième frein, il est sur nous, en fait. On sait très bien faire de la vente linéaire depuis 100 ans. Basculer du linéaire au circulaire, c'est pas simple. On sait très bien vendre des références de produits. On ne sait pas suivre des produits à l'unité. Donc, en fait, louer, vendre un produit reconditionné, même avoir la traçabilité d'un produit qu'on a réparé, en transparence avec vous, on ne sait pas le faire aujourd'hui. On doit modifier nos systèmes d'information. La reverse logistique qui est un peu émergente chez nous, c'est quelque chose qu'on doit amplifier. T'évoquer la compétence, vendre une perceuse ou alors dire attends, plutôt que de vendre une perceuse, je te propose plutôt de la réparer ou de le louer. Le métier du conseiller de vente va fortement évoluer aussi et donc il faut les éclairer aussi sur l'enjeu à faire évoluer leur métier pour qu'ils soient prêts pour finalement faire face à
à une complexité de leur métier qui va arriver. Ça entre en résonance à ce que disait Bénédicte. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qu'on n'a pas forcément. La deuxième chose que je trouve intéressant, et ça va me permettre de rebondir avec... alors, juste avant, je trouve ça extrêmement intéressant de considérer ces fournisseurs comme sparring partners. Donc avant, on les voyait juste comme des gens qui nous proposaient de la ressource, des moyens. Et là, maintenant, il y a vraiment cette logique de partenariat. Un livre qui m'avait particulièrement inspiré, c'était celui de Patagonia d'Yvan Chouinard, Let My People Go Surfing. Et c'est cette entreprise qui a été une des pionnières dans l'accompagnement des fournisseurs à passer du coton non organique au coton organique. Et il explique comment il entraîne tous ses fournisseurs dans la démarche et vraiment de travailler en lien avec eux, et plutôt que leur donner une deadline, leur dire comment on peut travailler ensemble pour mettre en place ces pratiques plus durables. Et après, le troisième point que tu disais, c'est que ce modèle de circularité, il est extrêmement complexe à mettre en place seul. Il faut engager toute la chaîne de valeur. Laura Merlin, c'est une entreprise mondiale, mais à l'échelle du monde, c'est une toute petite entreprise. Donc il va falloir y aller à plusieurs. Ça m'amène à la dernière question, elle sera pour toi Yannick, c'est la place de la collaboration dans l'économie circulaire. J'ai le sentiment que pour faire passer à l'échelle l'économie circulaire, ça ne marchera pas sans la collaboration. En même temps, on a une logique de compétitivité et de compétition qui est très forte dans une économie capitalistique. On voit l'émergence de termes comme la coopétition, donc coopérer même en forme entre compétiteurs. Quel serait pour toi quelle est l'importance de la collaboration dans l'économie circulaire, et est-ce que tu as quelques clés à nous partager sur ce sujet-là? Alors, ça ne va pas être un scoop, je vais te répondre que la coopération est essentielle, mais avant ça, j'aimerais resituer aussi le sujet sur l'axe économique pur, et je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, je vais prendre l'exemple d'Apple et de l'iPhone. Il y a 10 ans, l'iPhone 6, il y a des études qui font ça, qui dissèquent le coût de production de l'iPhone dès qu'un iPhone sort. Son coût de production, c'était $200. Il était vendu à peu près $1000. Aujourd'hui, son coût de production, c'est $464, l'iPhone 14. Ça veut dire que ça a augmenté de 230% en 10 ans. Et Apple a réussi à maintenir sa marge parce qu'aujourd'hui, ils le vendent à peu près $1500. Combien de temps ça va durer? Voilà, c'est la question que je pose. Dans un monde où les ressources deviennent de plus en plus rares, où l'énergie, forcément, va devenir plus chère, le modèle qui était le modèle dominant jusqu'à présent, c'était Porter qui avait dit qu'il y avait 3 modèles, en fait, c'était soit on dominait par les coûts, par l'innovation, ou en trouvant des niches. Mais c'est quand même essentiellement le modèle de domination par les coûts et puis d'innovation systématique qui a été retenu. Ce modèle-là, il va être de plus en plus difficile à conduire dans un monde où l'énergie et les ressources se raréfient. Et donc, quand on parle d'économie circulaire forte, c'est de dire que c'est le nouvel avantage compétitif. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de CSRD, on parle beaucoup de contraintes, et on parle aussi du fait d'avoir une conviction écologique forte et d'essayer d'avancer pour le bien commun, et c'est très très important. Mais du point de vue même de l'entreprise, ça devient le nouvel avantage concurrentiel de se préoccuper de ça et d'avoir une approche proactive en faveur de l'économie circulaire et de refaire les choses, de repenser les choses en profondeur. Et on ne peut pas le faire tout seul. On n'a aucune entreprise aujourd'hui, même les plus grandes, n'ont les capacités seules de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut connecter effectivement des ingénieurs, des gens du marketing, des gens du contrôle de gestion, des gens de la R&D. Il faut s'insérer dans les territoires. Entre parenthèses, je pense que le modèle de l'entreprise hors sol, il y a quelques années, on avait un grand patron qui nous disait qu'il allait faire une entreprise sans usine. Quelques années plus tard, sa entreprise a quasiment fait faillite. Ce modèle de l'entreprise hors sol n'existe plus. On doit avoir des entreprises les plus connectées à leur environnement territorial, et donc on est obligé de coopérer entre les territoires et entre les entreprises pour pouvoir mettre en place cette économie plus proactive et qui soit plus adaptée. C'est du darwinisme en fait. Aujourd'hui, seules les entreprises qui seront les plus adaptées à leur environnement survivront dans la durée. Et je pense que c'est un axe assez important. Alors, en initiative, pour conclure un petit peu cette approche, avec Circulaire justement et le CEA, on a lancé une initiative d'alliance industrie circulaire. Donc notre objectif, c'est de rassembler 12 à 15 grands groupes industriels ou fédérations d'acteurs pour réfléchir ensemble de manière collective. Ça va être lancé maintenant, mais on va avoir une année pleine dès 2025. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va organiser des webinaires, on va organiser des journées thématiques, on va publier ensemble des rapports d'influence.
On va aborder absolument tous les aspects, aussi bien les aspects managériaux, stratégiques, les aspects technologiques, l'aspect matière, chaîne de valeur et autres. Et l'objectif, c'est de travailler et de réfléchir ensemble avec des acteurs. C'est trop compliqué pour travailler tout seul. Il faut à tout prix se rassembler pour pouvoir avancer. Donc c'est un petit peu l'initiative. Nous, ça fait partie de notre mission et on est ravis de travailler avec Circulaire sur ces aspects-là. Merci Yannick. Bénédicte, je te voyais me faire un petit signe du doigt. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? J'aimerais bien prendre 2 questions ou 3 questions pour clôturer cette session, mais je te laisse le mot de la fin. Non, mais c'était simplement pour rebondir sur ce que disait Yannick, sur effectivement l'intérêt aussi pour les entreprises, une forme de valeur ajoutée par rapport à cette démarche-là. C'est vrai que plus globalement, on voit que 2024 a été une année très, très intéressante sur un plan de la réglementation européenne, avec des règlements très contraignants, très nouveaux sur tous ces sujets-là. Et on peut aussi le voir de manière plus générale, c'est-à-dire que tout ça, c'est aussi une forme pour l'Union européenne de protectionnisme, entre guillemets, par rapport au fait qu'effectivement, les entreprises européennes, si elles arrivent à respecter ces règles du jeu, seront avantagées et les autres auront beaucoup plus de difficultés à entrer sur le marché européen. C'est très intéressant. Je trouve que, comme tu le dis, aujourd'hui, on voit encore l'économie circulaire et la transition vers des nouveaux modèles comme un coût économique, alors qu'on a tendance à sous-considérer totalement le coût de l'inaction. Et ce coût de l'inaction, avec la raréfaction, la pénurie des matières premières, il va exploser. Et je pense que les gens sont en train de le réaliser, et ça va drastiquement changer les modèles économiques de demain. Et de toute façon, il est impossible d'avoir une croissance infinie dans le monde où les ressources sont finies. Ce sera le mot de la fin, et je vais prendre quelques questions avant de clôturer cette session. Et avant de prendre les questions, je vous invite à applaudir nos intervenantes et intervenants. Merci beaucoup pour votre temps et le partage de connaissances. Et merci à vous pour votre écoute aussi. Bonjour, effectivement, merci pour ces échanges très enrichissants, à la fois inquiétants et peut-être rassurants. Moi, j'avais 2 questions à poser. La première, peut-être à Bénédicte et Claire, à propos justement de ce que vous évoquiez sur ce passeport produit numérique et des implications qui pourraient comporter en termes et des incitations en termes d'économie circulaire. Donc, je voudrais savoir si vous pouviez nous en parler un petit peu plus, à quel point ça va être contraignant. Et puis, peut-être globalement, et peut-être à Yannick, voilà, on voit les enjeux de la priorisation des secteurs industriels, de la consommation des matériaux rares. Et je voulais comprendre à quel point les acteurs au centre de la transformation digitale, la transformation numérique, que ce soit en termes de logiciels ou de production de terminaux ou de câblage de data centers, étaient sensibilisés, et à quel point on allait se poser la question de l'explosion de la data et de comment la maîtriser sur les sujets les plus essentiels. Claire Bénédicte. Peut-être donc sur le premier point qui concerne le règlement sur l'éco-conception. Effectivement, le règlement est sorti et il va être mis en application de manière progressive, c'est-à-dire que petit à petit, les produits devront passer au crible d'un certain nombre de critères et notamment voir l'intégration d'un certain nombre de pourcentages de matières recyclées issues à l'intérieur de ces produits, par exemple. Avoir montré qu'on a fait une démarche d'éco-conception pour arriver à la production de celui-ci, etc. Donc en fait, on va petit à petit avoir des informations. Le consommateur va avoir des informations aujourd'hui dont il ne dispose pas sur un certain nombre d'éléments clés qui seront suivis. Et en fait, ceci va se décliner, parce qu'effectivement, c'est un travail colossal. Et donc petit à petit, famille de produits par famille de produits, on va ouvrir ces fameux passeports produits. Donc ça va se décliner sur un certain nombre d'années. Voilà. Et ça me permet de rebondir et de te passer la parole tout de suite, Claire. Je trouve que ce qui est intéressant chez Leroy Merlin, c'est que vous avez été assez proactif sur le sujet. Vous avez quand même, tu n'en as pas forcément parlé, mais publié le Home Index, qui est une sorte d'éco-score sur certains produits. Cette proactivité, elle vous a permis quand même de vous préparer à ce passeport produit. Est-ce que tu peux juste en dire un petit mot, parce que je trouve là que l'approche est extrêmement intéressante, à la fois en termes de transparence et de redirection vers des offres plus durables, comme tu l'évoquais. Et après, je te passerai la parole, Yannick, pour la deuxième question.
Oui, bah, c'est un éco-store comme tu as évoqué. On a lancé un Home Index qui me permet d'avoir une note sur toutes nos familles de produits parce que justement, pour le coup, on trouvait que la réglementation n'allait pas assez vite et que les éco-scores, ils concernent d'abord certaines catégories de produits, mais nous, on serait possiblement, selon l'ADEME, qu'en 2027-2028. Donc, ça nous paraissait trop lent. Et donc, pour embarquer vraiment notre chaîne de valeur sur des cibles qu'on s'est fixées, on s'est dit qu'on allait solliciter à nos fournisseurs un certain nombre de critères d'excellence environnementaux et sociaux et le mettre en visibilité à nos clients pour que finalement, un peu comme le Nutri-Score, ça serve d'emballement et que on crée une dynamique sur toute la chaîne de valeur parce qu'on le voit bien, nos fournisseurs, ils ont aussi envie, parce que c'est pas du légal, ils n'ont pas l'obligation de nous donner la donnée, ils ont aussi envie de nous donner la donnée s'ils savent que la note sera positive, si la note de leur concurrent est plus positive, ça crée une dynamique positive. Donc on est vraiment au cœur de comment on draine une filière en mettant en transparence des critères environnementaux qui ne sont pas forcément faciles d'accès aujourd'hui. Et concrètement, tu as vu certains actes d'achat se rediriger vers des produits mieux notés ? Alors aujourd'hui, franchement, ça n'a pas un effet de fou côté achat, aussi parce qu'on ne le met pas plus que ça en visibilité. Ce que j'observe surtout, c'est côté monde amont, où on voit bien justement que nos fournisseurs, ça leur permet de se comparer entre eux au final, et donc de voir qu'ils sont plus ou moins bien situés, ou alors que notre système de notation ne leur correspond pas, et c'est OK, il faut qu'on le fasse évoluer avec eux aussi. Comme il est un peu universel sur toute notre famille de produits, il y a des moments où il n'est pas peut-être suffisamment pertinent au regard de leur niveau d'avancée sur certains registres. Et donc, ça nous pousse aussi à faire progresser ce score-là. Donc, notre monde amont est très à la manœuvre et on voit que ça produit ses effets. Ça pique d'ailleurs un petit peu, parce que voilà, et donc on essaye aussi via leur fédération de travailler bien ensemble avec eux. Et après, côté client, je pense qu'un des principaux leviers, ça reste le prix aujourd'hui. Donc c'est plutôt dans notre banette de s'assurer que les produits les mieux notés soient sur des prix qui soient suffisamment attractifs. Merci beaucoup. Yannick, je me redirige vers toi. Je trouve ça très intéressant et merci pour cette question. On a beaucoup parlé de la transition énergétique, mais évidemment, la transition numérique, elle a une forte appétence pour ces matériaux dits critiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir ton regard sur le sujet et aussi sur la priorisation des secteurs par rapport à ces futures pénuries de ressources. Alors, sur la transition numérique, déjà, je renvoie aux excellents travaux de Guillaume Pitron, qui a écrit L'enfer numérique, et qui justement se focalise sur ces aspects entre la consommation de ressources pour le numérique et qui montre qu'en fait, rien n'est plus matériel que l'immatériel en termes de consommation de ressources. Dans le numérique, il peut rendre évidemment d'immenses services, on en est tous conscients, et en même temps, on doit réellement se reposer démocratiquement des questions par rapport au numérique. Il y a d'énormes effets rebonds aujourd'hui qui sont liés au numérique, parce qu'on voit souvent le numérique en tant que tel, mais par exemple, demain, dans les voitures, la moitié, il y a des études qui disent qu'à peu près la moitié du coût sera liée à l'électronique embarquée. Vous avez aujourd'hui plusieurs centaines de semi-conducteurs dans des voitures. On peut se poser légitimement des questions dans un monde avec une pénurie de ressources sur cette explosion numérique dans tous les domaines. Et ça, je pense que c'est des débats qui vont devoir être menés aussi collectivement. Et peut-être qu'il faut aussi se poser des questions sur les modèles économiques du numérique. La gratuité, on est sur des modèles souvent de la gratuité, on est dans une économie de plateforme, mais cette économie de plateforme, elle repose sur une explosion toujours plus importante des données. Quand vous êtes sur un business model de la gratuité, ce qui fait la valeur, c'est la data. Donc plus vous avez de data, plus vous avez une valeur de la plateforme. Et donc, plus vous avez de data, plus vous avez besoin d'infrastructures numériques et plus vous avez une consommation de matière et d'énergie. Donc, il y a d'autres solutions qui existent, par exemple des coopératives de plateformes, il y a d'autres modèles plus liés à l'économie coopérative qui sont émergents, qu'il faut peut-être pouvoir encourager au niveau des territoires aussi. Mais en tout cas, c'est un champ entier dans lequel il faut se poser des questions et ça renforce le besoin de transversalité. Le numérique, c'est vraiment un sujet transversal dans tous les domaines. Donc, si on l'aborde que par les acteurs du numérique, on ne va pas y arriver. Il faut l'aborder de manière transversale. Merci Yannick, cette transversalité sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Un grand merci d'avoir été avec nous. Une très belle journée aux universités d'été de l'économie de demain. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, on va prendre un petit café juste derrière. Donc on peut continuer la session de questions-réponses. Belle journée et merci.